On ne vous attend pas. Gabriel Reynal, c'est quand même domaine scope. Nous, on était certifiés par le BDM, donc on a un BDM hors conception pour ce magasin électrique et un BDM hors pour la réalisation. Après, quand c'est devenu le moment d'avoir le BDM pour l'usage, ça c'est toujours beaucoup plus compliqué d'obtenir. Parce que, évidemment, c'est une façon de certifier par des pairs. Et Gabriel va adresser ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du remploi? Et le système participatif des garanties organise un cadre collectif d'amélioration continue pour la garantie des pratiques crédibles, de la transparence et d'un suivi collectif en créant des confiances, de l'apprentissage mutuel et des coopérations entre acteurs. Donc ça, c'est un peu trop kumbaya pour moi, mais c'est comme ça. C'est pas la réalité, je sais très bien. Gabrielle. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, j'avance trop vite, oui c'est ça. Donc je ne vais pas trop me présenter, si ce n'est que donc Domaine, c'est un petit bureau d'études qui vient de s'installer sur Arles là, au 1er janvier. Ça faisait une petite vingtaine d'années qu'on était sur Salon de Provence, spécialisé en qualité environnementale du bâtiment. Une société coopérative, nous sommes 7 associés. Et qu'on travaille sur ces questions de qualité environnementale depuis le début des années 2000. On fait partie des membres fondateurs de l'association Envirobat BDM. Et on a beaucoup travaillé à cette question des systèmes participatifs de garantie en avançant au fil du temps. Donc je vais essayer de m'exprimer là en appui. Il y a Frédéric Orsay qui est présent dans la salle et qui pourra répondre à la prochaine pause à d'autres questions sur ces sujets. Il lève la main. Voilà, merci. Et vous verrez aussi, il y a Antoine dans la salle si vous voulez échanger aussi sur ces questions. Antoine, tu peux lever la main aussi, je ne vois absolument rien. En fond d'écran, alors c'est pas du réemploi du coup, c'est de la réutilisation, mais pour illustrer un peu ce qui a été fait, qui a été exposé un peu ce matin par la SPLAIN, sur un des projets sur lesquels on a pu travailler récemment. Pour dire qu'on travaille donc sur les questions de qualité environnementale depuis très longtemps et qu'on a vu apparaître la question du réemploi là, ces derniers temps. Donc moi j'avais fait une première fois un diagnostic, tentative de diagnostic ressources en 2009 qui a fait chou blanc complet, et de voir des procédures qui se mettent en place petit à petit, qui ont été exposées au cours de la journée, de voir que tout le monde tâtonne plus ou moins. Il y en a qui ont beaucoup avancé, d'autres moins, mais c'est vrai qu'il y a la question de cette montée en compétences, de cette massification ou de généralisation qui intervient et qui nous questionne sur nos procédures, nos façons de faire. Alors les systèmes participatifs de garantie, pourquoi on voulait en parler? Parce que c'est une approche très alternative de ce qui vous a été présenté un peu précédemment, mais en même temps très complémentaire. Il n'y a pas d'opposition avec les certifications classiques. L'idée, c'est de venir en appui sur des dispositifs d'une logique un petit peu différente, qui s'appuient sur une communauté, qui tente de valoriser des ressources et qui mettent en place une gouvernance pour pouvoir agir de manière la plus, on va dire, participative possible dans des logiques de confiance et d'appui mutuel et de montée et de partage de connaissances, de diffusion, de pouvoir engager dans un cadre certifiant, c'est-à-dire qui sécurise aussi l'ensemble des procédures et des acteurs. Alors, d'où ça vient? Ça vient de l'agriculture. Ceux qui peuvent éventuellement connaître un petit peu l'histoire de Nature et Progrès, par exemple, ce qui est la certification de l'agriculture biologique, c'est une démarche qui donc là, a été analysée notamment par la Fondation Nicolas Hulot, mais qui a été aussi analysée par l'IFOAM, par tout un tas d'acteurs du monde de l'agriculture notamment, qui a pour vocation de soutenir les économies locales, de ne pas générer de surcoûts, surtout de rendre accessible intellectuellement, manuellement, financièrement des bonnes pratiques à l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à des méthodes alternatives ou en tout cas plus écologiques. Et qui se questionne aussi sur la question du contexte, la contextualisation des territoires et de pouvoir du coup s'extraire de tendances d'homogénéisation, de standardisation.
Attention, donc je ne fais pas d'opposition à la norme. La norme a une vertu de qualité, mais elle a une tendance à standardiser des procédures qui sont très applicables aux matériaux et processus industriels, mais quand on est en technique non courante, vous allez le voir, ça peut être un peu différent. Et puis créer du lien, responsabiliser, accompagner les apprentissages. Toutes ces thématiques-là sont très très importantes dans une logique de transparence. Et donc autour de 6 grands principes, ces systèmes participatifs de garantie se sont développés, structurés petit à petit. Donc sur ces 6 principes, je ne vois absolument rien, je n'ai pas pris mes lunettes. Donc la vision partagée, qui suppose donc des valeurs évidemment communes, un commun, hein, c'est l'idée de gérer un commun, un système participatif garanti. La participation, c'est l'engagement des partenaires, des pairs dans les démarches et de participer donc de manière active et donc de ne pas être de manière distanciée ou désimpliqué ou juste consommateur d'un service, mais d'être vraiment dans l'échange et dans la co-contribution et la co-construction du commun. La transparence du système, pourquoi ? Parce que pour pouvoir garantir à chacun sa libre contribution, c'est de reconnaître ces échanges, et donc pour pouvoir les reconnaître, il faut mettre au pot commun de manière transparente. Alors, si j'ai besoin de détailler ce petit sujet, on y reviendra, mais la confiance, du coup, qui est un peu le pendant de la transparence. C'est difficile d'être transparent si on ne me fait pas confiance aux autres pairs avec lesquels on partage. Et aller dans cette logique donc, d'apprentissage, d'amélioration continue et d'apprendre les uns des autres et de s'améliorer au fil du temps. Et des logiques d'horizontalité, c'est-à-dire d'avoir une gouvernance qui ancre une forme d'égalité qu'on retrouve beaucoup dans le monde coopératif, où certaines voix n'ont pas forcément plus de voix que d'autres, et donc il y a une collégialité à organiser, à structurer dans la gouvernance qui permet aussi de mettre en avant des valeurs communes, partagées sur le même plan, et donc de se distancer de certains surintérêts économiques ou de tendances politiques qui iraient plutôt dans un sens et pas dans l'autre, on va dire. Donc, vous en avez plusieurs, Accueil Paysan, Nature et Progrès dont je vous ai parlé, le mouvement interrégional des AMAP, le collectif des démarches quartier bâtiment durable dont je parlerai juste après plus en détail. Et puis en cours, là, dans le domaine du bâtiment, il y a la Confédération de la Terre Crue aussi qui réfléchit à son propre système participatif de garantie pour accompagner la mise en œuvre des bonnes pratiques. Vu qu'il n'y a pas de règles professionnelles, c'est aussi une logique un petit peu de certification participative qui intéresse ces acteurs-là pour accompagner la qualité, le gage de qualité et donc ce qu'on peut éventuellement garantir en qualité dans les ouvrages en terre crue. Alors, un exemple de démarche de système participatif de garantie, les démarches bâtiments durables, avec en particulier les démarches BDM. Pour la toute petite histoire, BDM est donc né en 2008. C'est un SPG donc, qui a été co-construit par les membres d'une association qui était un centre de ressources. Tout à l'heure, il a été évoqué la question de mettre au pot commun les données, la connaissance. Donc vraiment, le premier partage, c'était de mettre ensemble l'information, la donnée, les expériences et les retours d'expérience. Donc un centre de ressources, Envirobat Méditerranée, qui s'auto-organise avec d'autres pairs pour co-construire un référentiel et un protocole d'amélioration et de validation et donc de garantie par les pairs. Donc aujourd'hui, la slide date un peu, je suis désolée, elle vient du CIRAD, parce que tout ça a été analysé par tout un tas d'acteurs dans le cadre d'un projet, d'un programme national qui s'appelle Compares, qui peut vous intéresser, que vous pouvez aller aussi visiter si vous voulez regarder, avoir plus d'informations. Donc aujourd'hui, c'est bien plus de 500 bâtiments. On doit être à 800, Fred, je pense, en 2026, bâtiments certifiés. Donc on est en PACA, mais ça s'était développé aussi en Occitanie au départ, puisque BDM avait dépassé un peu la frontière alésienne en allant jusqu'à Nîmes au départ. Puis après, la région Occitanie s'en est emparée. On a fait son BDO, par ailleurs, Bâtiment Durable Occitanie. Vous en avez d'autres en Île-de-France, vous en avez d'autres encore dans d'autres territoires. Donc on parle de labellisation parce que les gens ont toujours besoin d'une qualification, parce qu'il y a aussi une notion de marque à poser, de médaille, de niveau, de performance, etc. Donc on jargonne beaucoup autour de cette question-là, mais en réalité c'est la reconnaissance d'une démarche au long cours avec 3 étapes fondamentales que sont la conception des bâtiments, son chantier, sa mise en œuvre et le bon fonctionnement à l'usage pendant 2 ans.
Elle vise, donc elle organise et structure un référentiel avec une typologie. Ce référentiel, c'est ça qui est très important, c'est qu'un, il est localisé, il est construit par les pairs du territoire et il est contextualisé en fonction de différents critères qui importent à chacun, c'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer un bâtiment qui va être à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes comme un bâtiment qui va être en plein Euromède, plein centre-ville, très urbain, très dense au cœur de Marseille, ou un bâtiment patrimonial, ou un bâtiment, une rénovation versus du neuf, etc., etc. Donc on a des tas de typologies qui vont permettre d'affiner ces questions de contexte, notamment climatiques, mais aussi urbains, paysagers, etc. Ça permet aussi de faire valoir ce que chacun dans ces territoires est en capacité de démontrer comme qualité à mettre en œuvre et de les partager, de les faire reconnaître là où elles ne seraient pas reconnues. Pour la petite histoire, BDM est né d'une démarche HQE qui était une certification qui ne reconnaissait pas la spécificité du climat méditerranéen, ou dans laquelle typiquement on est obligé d'avoir une inertie lourde, très lourde, parce que c'était la seule garantie du confort d'été et il n'y avait pas d'exigence, par exemple, de protection solaire. Typiquement, c'est ce qui nous a amené à nous détacher de HQE pour créer autre chose, adapté à notre territoire. Il y a aussi cette approche de partage, de montée en compétences collectives, et ça, c'était très, très important de pouvoir le faire dans un cadre ouvert et transparent. Et donc, il y a tout un processus qui s'est co-construit au fil du temps. Au départ, il n'y avait pas d'accompagnateur BDM, il n'y avait pas tout un tas de choses. Ça s'est fait au fil des années. Les référentiels se sont affinés. On en a la 4e version aujourd'hui du référentiel, avec des groupes de travail spécifiques qui affinent des détails. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la question du réemploi est rentrée dans l'évaluation du projet, de chaque projet, sur la thématique des ressources et des matériaux. Donc on a comme ça la capacité aussi à faire évoluer le référentiel en fonction aussi de ce que les acteurs qui composent ce système participatif de garantie, tous ces pairs, peuvent verser comme connaissance au collectif. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a toute une approche qui s'organise, qui se structure et qui permet aussi donc, d'avoir des cahiers des charges, de régler des litiges aussi, parce qu'il peut y avoir de la tension, du contentieux éventuellement, et que la question de qu'est-ce qu'on garantit, quelle est la qualité qui est garantie, elle interroge toujours, et où sont les responsabilités des uns des autres dans ces temps complexes. Actuellement, typiquement, un groupe de travail vient d'être lancé pour intégrer la notion d'adaptation au changement climatique dans ce fameux référentiel. Il n'y a pas d'obligation réglementaire aujourd'hui à livrer un bâtiment adapté au changement climatique. Pourtant, on a plus ou moins tous conscience ici que c'est une nécessité, voire même que c'est indispensable. Et donc la question de l'habitabilité en prospective rentre dans le futur référentiel qui va entrer en vigueur dans les prochaines années. Pourquoi j'ai voulu évoquer ça ? Parce que dans les discussions préparatoires avec Maria et Yannick, se questionner qu'est-ce qui pouvait être... alors c'est une proposition, il n'y a rien d'écrit, ça sort que de ma tête ce week-end, pendant que les autres étaient à la plage. Donc ça peut être tout à fait rejeté en bloc, je n'y verrai aucune opposition. Après, si vous avez tous envie de vous taper dans les mains, parce que ça ne se fera pas qu'avec moi, ça ne peut être que entre nous tous là. Donc si vous voulez faire du tous ensemble, après, bien volontiers. Tout ce que je voulais vous signifier, c'est qu'il y a des acteurs ici qui sont habitués, concernés par ces questions d'SPG. On s'est déjà mis les pieds dans le tapis un paquet de fois. On s'est heurté à beaucoup de difficultés. On a été audité. On a fait beaucoup de choses pour savoir si on était des gens bien ou pas bien, parce qu'on a eu plein de doutes, puisqu'on n'avait pas cofraqué, par exemple. Donc on a tout un tas de procédures déjà testées et encore en mouvement, et que ça peut potentiellement être intéressant de le croiser avec chacune des actions qui ont été présentées aujourd'hui. Alors pourquoi engager une certification participative ? De mon point de vue, c'est qu'on a une multitude d'acteurs avec des gens qu'il va falloir rassurer. On en a parlé plusieurs fois. Jean-Pierre Schwartz, notre bureau de contrôle, Alpes Contrôle, le disait tout à l'heure, de réassurer ou rassurer systématiquement les acteurs parce qu'on est en technique non courante. Qu'on a des maîtres d'ouvrage qui questionnent, qui aimeraient bien, mais qui ne savent pas ou qui ne sont pas forcément structurés organisés. Il y a quelques AMO, mais il n'y a pas une masse d'AMO. On n'a pas beaucoup d'AMO pour être sur tous les dossiers de tous les projets qui sortent actuellement.
On a des poseurs, des installateurs qui aimeraient bien mais qui ne savent pas, ou qui n'aimeraient pas trop mais qui n'ont pas le choix. Enfin bon, tout un tas. Et puis des prescripteurs, la majeure partie de la salle, je pense, des maîtres d'œuvre, qui sont en capacité aujourd'hui de définir beaucoup de choses, mais il y a tout un tas de prescripteurs qui ne sont pas dans la salle notamment, et qui, eux, plutôt peuvent beaucoup hésiter, voire même emprunter des mauvais chemins, voire être contre-productifs parfois. Mais aussi certains qui peuvent innover à leur manière. Donc l'idée, ce serait de co-construire ce cadre méthodologique qu'on pourrait penser pour avoir une assurance qualité, des matériaux de réemploi, animer un processus de décision partagée, etc., à travers ce processus de certification participative, sans forcément calibrer. Donc en allant un peu plus loin, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on certifie du coup, un produit, un procédé ? Donc, vu la multitude de ce qu'on a vu aujourd'hui, de typologies de matériaux, vu les temporalités complexes des chantiers, les enjeux de massification des démarches et des outils, certifier les produits en réemploi, ça semble générer une grande complexité et donc, de fait, des surcoûts si on démultiplie notre SPG qu'on connaît si bien, autant de fois qu'on a de matériaux de cas de figure. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut être pas forcément opportun, mais qui peut se penser peut-être sur certaines catégories de matériaux ou certains types d'ouvrages à voir. Certifier aussi un procédé, c'est la multitude des acteurs et des configurations, c'est la diversité de tous les territoires, de tous les chantiers, si on le fait à l'échelle nationale par exemple. Et donc on a cet enjeu de proximité dans les territoires, on a parlé de tout un tas de plateformes qui se sont positionnées géographiquement, on parlait de disponibilité de foncier pour être en rapport immédiat avec les chantiers, l'accessibilité, la traçabilité. Donc, comment faciliter tous ces procédés ? Et forcément, si on essaye de tout concaténer, pareil, à une échelle de procédés nationaux, on risque de limiter tout ce qui va être plus itératif et plus opportun sur chaque territoire, à la faveur de chaque chantier, puisqu'on a vu que beaucoup d'initiatives se faisaient de manière très presque intuitive parfois, mais très en application des techniques non courantes, on le voit. Et donc les techniques non courantes, c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise plus ou moins aujourd'hui. Et donc on a des procédés qui peuvent être transposables, à savoir si on écrit donc du coup plutôt des règles pro, des bonnes pratiques, quel type de cahier des charges, et à voir s'il faut aller plus loin là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça apporterait un SPG au réemploi ? Donc ça, c'est ma proposition. L'idée, ce serait de reconnaître chaque acteur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent, qui sont acteurs, mais qui ne sont pas forcément reconnus, voilà, à part par quelques références quand ils peuvent les mettre en valeur, mais ce n'est pas toujours évident. Partager des bonnes pratiques et ces apprentissages, ça on voit à quel point c'est nécessaire, la preuve on est tous là aujourd'hui. Formuler collectivement ces attentes en matière d'assurance qualité, parce que je pense que ça ne peut pas être que le bureau de contrôle et les assureurs et une certaine lecture de ce qu'est la qualité. Je pense qu'on peut avoir d'autres lectures de la qualité et que la qualité, notamment en termes de maîtrise des impacts environnementaux, énergétique, sanitaire d'une démarche de réemploi, elle peut avoir peut-être plus de poids que la garantie de la petite fissure dans une faïence, hein, de poids de mesure. Donc on pourrait se mettre d'accord sur ce qui est à prioriser ensemble. Sécuriser ces fameuses plateformes, toutes les professions intermédiaires aussi dans ces processus, puisqu'elles seraient partie prenante. Faciliter les démarches spontanées aussi, c'est-à-dire avoir un outil qui accompagne et non pas un outil qui contrôle, qui audite pour dire bon, pas bon, un accompagnement. Le principe du SPG, c'est de soutenir, non pas de freiner. C'est question de traçabilité. Et puis la question du commun technique, dont on parle beaucoup là, c'est-à-dire comment on fait commun, et donc par ces référentiels, par ces ressources mises en commun. Donc on en voit plusieurs centres de ressources qui se structurent. Et puis cette question des gisements, des lieux d'exécution de chantier. Clairement, on a aujourd'hui un besoin de proximité, d'immédiateté, de rapidité, et les SPG sont des processus qui sont souples, puisqu'ils ne sont pas conditionnés par des méthodes dites structurées ou du COFRAC, avec des obligations temporelles qui peuvent être parfois, ou procédurières, qui peuvent être un peu lourdes à structurer administrativement. Donc on peut arriver à créer, à stimuler quelque chose de plus dynamique, pas forcément sur tous les sujets de réemploi, peut-être que quelques-uns, peut-être que d'une certaine manière. Et donc, agréer des acteurs, formuler des référentiels qui seraient conceptualisés, adaptés à chaque territoire,
peut-être à certains types de métiers, ça permettrait, par des évaluations régulières, par la transparence publique, d'accompagner ces procédures et de les rendre plus accessibles au plus grand nombre. Je vous remercie. Vous avez 2 guides actuellement disponibles sur certificationparticipative.org qui vient de ce programme Compares. Et vous avez encore les petites réflexions de la Confédération de la Terre Crue qui travaille sur ces questions.